je suis comptable à la base et on va pouvoir voir ensemble la comptabilité d'une mini-entreprise qui est basée sur une comptabilité simple. Et notamment, la base, c'est un certain nombre de piliers dans la comptabilité qui sont les achats, les ventes, la caisse, la banque et les salaires, évidemment, et les coopérateurs encodés. Tout ça, on va aller voir ensemble, bien sûr. On va voir les interactions qu'il y a entre les différents points. Et je vais travailler essentiellement avec le partage d'écran. Donc, je vais partager dans quelques secondes l'écran de la plateforme. Je suis parti d'un profil test que nous utilisons au sein des LJE. La comptabilité est vide et je vais la compléter justement pour que vous puissiez voir ce que ça donne, notamment en termes de bilan et de résultats, et savoir aussi vous permettre de savoir la valeur de la part sociale en fin d'exercice et où trouver ça, notamment le fameux dividende. Donc voilà, si vous êtes prêts, eh bien, la magie de Zoom va faire qu'on va passer en plein écran. Donc, soyez pas étonnés, on passe en plein écran sur la plateforme. On va arriver directement sur mon profil, le profil test que j'ai, donc qui ressemble à celui que vous avez fait quand vous vous connectez sur la plateforme. Donc, c'est parti. Je vais partager ça avec vous. Et donc, voilà, nous y voilà. Donc, quand vous vous connectez sur la plateforme, vous arrivez sur cette partie-ci. Donc, c'est-à-dire dans laquelle vous avez votre propre profil. Vous pouvez bien sûr avoir accès au parcours, dont on parle souvent, les tâches que vous êtes attribuées. Vous avez les alertes ici qui reprennent les différentes actualités et la possibilité de participer à l'un ou l'autre activité, un agenda personnel. Et puis alors, ce qui est important, comment accéder à ma comptabilité? Eh bien, deux façons de faire. Soit vous cliquez dans le projet ici, vous cliquez sur le numéro de votre mini-entreprise, soit vous allez dans le pavé qui représente votre propre profil, vous cliquez aussi sur le numéro de la mini-entreprise et vous arriverez dans la partie projet de votre mini. Donc, soit l'un ou soit l'autre, vous arriverez au même écran. Attention, je vais le faire, clac, on y va. On va arriver donc sur le profil de votre mini-entreprise, de la mini-entreprise. Bon, vous voyez que je n'ai pas encore obtenu de label, parce que c'est un profil test, mais là-dessus sont affichés vos labels. Sont affichés les membres du groupe, les coachs, enseignants et bien sûr tous vos coopérateurs. Là, évidemment, pour gagner du temps, on en a encodé, et je remercie encore mon collègue Samuel Dours qui l'a fait pour moi, il a encodé 78 parts sociales. Ça me permettait de vous montrer un petit peu comment ça va se dérouler. Et donc, il faut bien sûr avoir encodé tous vos coopérateurs au préalable. Alors, une fois que bien sûr, vous avez fait ça, et bien, il y a deux pavés, deux options qui vont nous intéresser. C'est la comptabilité et le RHC. Alors, je vais d'abord aller vite dans le RHC parce que c'est là que se déroulent essentiellement toutes les notions par rapport au salaire. Et donc, je vais dans RHC d'abord. Comme ça, vous pouvez le faire directement. J'en ai encodé aussi au préalable, mais je peux vous montrer comment ça se passe. Donc, en fait, vous avez ici un tableau qui reprend les mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, ça c'est pour le premier trimestre. Mais si vous cliquez dans le menu des trimestres ici, eh bien, vous pouvez choisir le trimestre dans lequel vous voulez encoder. J'ai bien sûr le numéro de mon groupe, le nom de mon groupe qui s'y trouve, entre autres. Et donc, pour encoder les présents, il suffit simplement, donc pour l'instant, tout est sur 0, sauf là où j'en ai déjà encodé. Eh bien, vous appuyez, vous cliquez sur la case correspondante et vous mettrez le nombre d'heures. Juste une petite explication, à quoi servent le S1, S2, S3, S4, S5? C'est le numéro de la semaine. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 ou semaine 5. Pourquoi 5 semaines? Parce que si jamais vous faites des réunions le lundi et qu'il y a 5 lundis dans le mois, eh bien, vous pouvez le compter dans vos présences. Alors, comment encoder les présences? Eh bien, on met les nombres d'heures, 1, et puis je passe d'une case à l'autre, et vous remarquerez en fin de ligne que petit à petit, le nombre total d'heures va évoluer. Donc regardez, tac, vous voyez, si je vais dans employé pour le jeune 07, eh bien je mets 1 heure en semaine 3, regardez, tac, automatiquement, je vais mettre le nombre d'heures, voilà, 1, hop, automatiquement, le nombre d'heures s'affiche. Il faut vous encoder le nombre d'heures. Et puis, vous passez à la case suivante. Tant que vous n'êtes pas passé à la case suivante, le compteur ne va pas évoluer. Donc, il faut vraiment le passer à la case suivante. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur un bouton enregistrer pour encoder le nombre d'heures. Ça se fait
tout seul. Attention, il faut absolument veiller à respecter une règle au niveau des LGE, c'est le nombre d'heures que vous devez mettre par semaine dans la mini. On considère qu'à partir du moment où la mini-entreprise a une activité quelle qu'elle soit, elle doit comptabiliser au minimum 1 heure rémunérée. C'est la raison pour laquelle j'ai mis des heures. Si je prends par exemple ici jeune 07, eh bien vous avez en octobre, j'ai mis 1 heure pour la semaine 4, 1 heure pour la semaine 5, parce que j'ai eu des réunions. Par contre, je vais corriger ça, je peux avoir eu des heures de production. À ce moment-là, je peux mettre 1 heure de production. Donc, une même personne peut avoir des heures de directeur, si directeur, et peut avoir des heures de production. Si vous n'êtes pas directeur, bien alors vous mettez à ce moment-là les heures dans les employés, au lieu de directeur. Par contre, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les heures en rémunéré. Il faut au minimum 1 heure, mais par contre, si admettons que vous avez fait 3 heures sur une semaine, vous pouvez mettre 1 heure en rémunéré. Donc, par exemple, je prends l'exemple de la semaine 4 ici. Regardez, j'ai mis 1 heure en tant que directeur et j'ai mis 1 heure en présence non rémunérée. Ça, je peux faire. Par contre, ce que j'ai fait en semaine 3, ce n'est pas possible. Je ne peux pas mettre 1 heure en présence non rémunérée et 0 en heure rémunérée. Alors, on sait très bien que les mini-entreprises, si on met toutes les heures, vous risquez de courir à la faillite. Donc, raison pour laquelle essayez d'arriver sur l'année à 10-15 heures pour chaque personne. Donc, ça veut dire entre 5 et 7 heures sur le premier semestre et 5 et 7-8 heures sur le deuxième. Donc, vous répartissez ça sur l'année, évidemment. Donc voilà, c'est la petite règle qu'il faut respecter. Donc, j'ai corrigé ce que j'ai fait ici. Donc, dans mes présences non rémunérées, je mets 0. Voilà. Donc, ça, c'est pour le registre des présences. Et alors, automatiquement, eh bien, les salaires vont se calculer. Donc, si je vais sur les salaires, vous allez voir que ici, vous avez les salaires qui apparaissent pour chacun d'entre vous. Et ce que vous payez au personnel, c'est le salaire net, bien sûr, pas le salaire brut, pas le montant brut. Donc, par exemple, pour le jeune 07, vous ne payerez pas 18 €, vous payerez 11,74 €. Ce que vous devrez verser comme impôt comme taxe sur la LGE, pardon, ben vous mettrez le précompte, vous payez le précompte professionnel et le total ONSS pour la mini. Donc ça, c'est les chiffres par personne, mais si vous descendez, vous avez les totaux qui apparaissent non seulement ici dans la fin du tableau avec les différents totaux, et tout à l'heure, je vous montrerai qu'il apparaît aussi dans un autre tableau, le fameux tableau récapitulatif. Alors, je vais vite répondre à 3 questions. Est-il possible de diminuer le nombre d'heures rémunérées pour un groupe relativement grand de 18 personnes? Oui, on dit, on part sur la base d'un groupe de 10, donc ça veut dire 10 heures, 10 personnes fois à peu près 15, eh bien, ça fait à peu près 150 heures. Vous pouvez les répartir sur les 18 personnes, il n'y a pas de problème. Doit-on payer les employés et directeurs en fonction des heures? Je viens de le dire, donc vous mettez au minimum 1 heure de réunion. Si maintenant vous avez fait plus, eh bien, vous pouvez mettre qu'une seule heure rémunérée et vous pouvez mettre le reste en non rémunéré. Alors, si on fait des réunions d'une demi-heure, on doit mettre 1 heure. Non, vous pouvez mettre 0,5. Il n'y a pas de problème, ça marche. Alors, si vous ne payez pas le salaire, ben non, vous êtes obligé de vous calculer le salaire. Oui, effectivement, c'est une obligation légale. C'est dans le règlement des LGE. Et d'ailleurs, si on regarde dans la vie réelle, tout travail mérite salaire. Donc, vous êtes obligé de vous rémunérer. Voilà, donc j'ai répondu aux 4 questions qui ont été posées. Alors, par contre, il y a un mois, on s'est déjà payé le salaire brut. Comment on fait pour attraper cette situation? Zeynep, eh bien, je vais y arriver, mais tout à l'heure, dans la deuxième partie de ce webinaire, où je vais parler plutôt de la comptabilité et je te montrerai ce que tu peux faire. Donc, je vais demander à Henri de laisser la question non résolue, comme ça je la vois encore. Alors, un spectateur anonyme, normalement, c'est la seule fois que je vais répondre à un spectateur anonyme. Si on est 5 dans la mini, peut-on avoir environ 30 heures rémunérées? Bien sûr, si vous voulez vous payer plus, vous pouvez vous payer plus. Je parlais ici de minimum, mais vous pouvez vous payer plus si vous le désirez. Voilà donc pour les salaires. Alors, je vais passer à la partie compta. Et donc, la partie comptabilité, eh bien, elle se retrouve
dans le menu ici en haut. Mais sinon, si vous faites un retour de projet et qu'on part toujours de votre profil, ben vous cliquez sur comptabilité et vous arrivez sur le même menu, mais ça démarre avec les clients. Comme je disais, la compta repose sur un certain nombre de piliers. J'ai parlé des coopérateurs, hein, on a vu qu'ils étaient encodés. J'ai parlé des salaires. J'ai parlé des présences, etc. Maintenant, je vais aller dans la compta pure qui comprend les autres piliers, c'est-à-dire les ventes, les achats, la caisse, la banque. Et alors, à partir de ça, on a une bonne base de comptabilité. Il y aura encore des corrections à faire, mais on a une bonne base de comptabilité. Alors, ce qui est important, c'est que n'oubliez jamais une chose, c'est qu'en comptabilité, on part de pièces justificatives, surtout pour les achats. Donc, il faut absolument que pour chaque dépense, vous ayez un justificatif. Sans ça, vous ne pourrez pas récupérer la TVA. Alors, il y a des dépenses d'office où vous n'aurez pas de récupération de TVA, qui sont notamment les ventes organisées par LGE. Donc, quand vous payez 15 € de frais de stand à LGE, LGE ne vous comptabilise pas de TVA, donc ce sera une TVA 0%. Mais si jamais vous avez fait un achat auprès d'un fournisseur et que vous mettez une récupération de TVA, et je vous montrerai comment ça se passe, vous devrez absolument avoir le justificatif. Sinon, la récupération de la TVA ne pourra pas vous être attribuée. Donc, c'est super important. Alors, ça tombe bien, la transition est faite. Je vais du coup aller voir, vous montrer comment ça se passe pour le premier truc, les achats. Donc, vous avez chaque fois un ticket ou une facture. Premier conseil que je vous dis de faire, je vais vous donner, c'est de faire une copie, une photocopie ou un scan ou une photo de la facture ou du ticket. Cette photo, cette facture, vous l'enregistrez sur votre téléphone, sur votre ordinateur, dans un drive, comme vous voulez, mais il faut bien sûr avoir une trace. Et je vous montrerai pourquoi tout de suite. Deuxièmement, veillez à avoir bien classé ça par ordre de date. Donc, commencez par achat d'octobre, ceux de novembre, décembre, janvier, février, etc. Donc, veillez à avoir un classement par ordre de date. Alors, pour encoder un achat, eh bien, on clique sur « Ajouter un achat ». Et voilà, vous allez avoir ici eh bien, des données à rentrer. L'achat que je vais encoder, je vous montrerai l'exemple tout à l'heure, il a été fait pour moi le 13 du 10 2019, donc vous mettez la date qui figure sur votre document. La numérotation, elle est automatique, donc normalement, vous n'avez pas à y toucher. Ensuite, on vous dit de choisir un fournisseur. Alors, si vous n'en avez pas grave, vous le tapez ici et automatiquement, il se mettra dans la base de données des fournisseurs avec le montant que vous aurez dépensé pour eux, à leur niveau. Ensuite, vous allez mettre le montant, toute taxe comprise, de l'achat. Moi, j'ai fait un achat à 199 €. Ce sont des matières premières, admettons. Puis, je choisis un taux de TVA. Le taux de TVA qui a été appliqué à mon achat par le fournisseur. Alors, pour expliquer un petit peu la TVA, il faut savoir qu'il y a en Belgique 4 taux. Au niveau des mini, on parle de 5 taux, mais je vous expliquerai pourquoi. Un taux de 0%, qui est souvent appliqué plutôt pour tout ce qui est journaux, donc ça ne concerne pas les mini-entreprises. Un taux de 6%, alors si je prends la définition de l'administration de la TVA, c'est plutôt dire les biens de première nécessité, donc on va retrouver essentiellement de l'alimentaire là-dedans, avec l'exception notamment pour les fleurs. Les fleurs sont considérées comme végétaux et donc sont à 6%, donc voilà, c'est une exception. 12%, c'est un taux intermédiaire, on va y retrouver toutes les huiles, les graisses, etc. Et tout le reste va à 21%. Voilà. Donc, la plupart des mini-entreprises vont se retrouver dans le taux de 21%. Le taux de 100%, c'est ce qu'on appelle un taux un peu spécial à utiliser, mais ça fera partie des cas particuliers que j'expliquerai tout à l'heure parce qu'il y aura une partie sur les petits cas particuliers. Là, j'ai fait un achat à 21%, donc je choisis mon taux à 21%. Je mets qu'il a été payé par caisse. Et alors, je dois choisir entre MD et BSD. MD veut dire marchandises déductibles. BSD veut dire biens et services divers. Marchandises déductibles, c'est quoi? Ce sont généralement les matières premières pour votre mini-entreprise. Admettons que moi, je vends des lampes, eh bien, j'ai du bois, j'ai des fils électriques, j'ai
des socles, j'ai peut-être l'emballage, etc. Mais tout ça, ce sont les marchandises déductibles. Tout ce qui n'est pas marchandise déductible sera d'office des biens et services divers. Par exemple, le stand que vous payez à LIJE, notamment quand vous en louez un, notamment les frais de photocopie, les frais de déplacement, éventuellement des timbres si vous en utilisez encore, du matériel de décoration, etc., etc. Donc, tous les frais qui n'ont rien à voir avec des achats de matières premières ou de marchandises, donc tout ce qu'il y a à votre propre produit, eh bien, vous les mettez dans le bien et services divers. Vous choisissez la date du paiement. Alors, moi, j'ai payé donc ça, j'ai fait l'achat le 13, donc je vais chercher le 13 octobre. Voilà, hop. Et je mets en libellé. Le libellé permet d'indiquer un peu ce que vous avez acheté. Ici, j'ai acheté achat de matières premières, je vais mettre. OK, matières premières. Je peux mettre, par exemple, achat de socle, achat de bois, achat de tout ce que vous voulez. Ça permet de savoir un petit peu ce que vous avez acheté. Et puis, comme je disais, en encodant un taux de TVA, ça veut dire que vous allez récupérer la TVA sur l'achat. Pour pouvoir récupérer cette TVA auprès de l'IJE, parce que l'IJE joue le rôle de l'État, il faut absolument qu'il y ait le justificatif qui soit associé. Pour ça, il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir fait une photo, scanné ou quoi que ce soit votre achat, donc le justificatif. Pour ça, alors, je vais aller chercher maintenant dans mes fichiers, hop, le justificatif. Je les ai préparés évidemment à l'avance, donc l'achat de matières premières, il est là, je le choisis et il va être associé. Et je vais enregistrer mon opération. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir dans quelques secondes, le temps que ma connexion Internet veut bien, parce que des fois elle bug un petit peu chez moi, mais vous allez voir dans quelques secondes l'opération qui a été enregistrée dans le journal des achats. Donc, j'ai fait un achat le 13 du 10 qui comporte le numéro 1. Je l'ai fait auprès de Macro. Alors, le fournisseur, c'est celui à qui vous avez acheté votre matière première. Donc, voilà, là, j'ai acheté chez Macro. Si vous avez acheté, je ne sais pas, chez Action, etc., ça, c'est le nom de votre fournisseur. Le montant tout taxe comprise de mon achat, le taux de TVA. Et alors, automatiquement, la plateforme, elle a calculé le montant hors TVA et le montant de la TVA que vous allez pouvoir récupérer. Et comment vous l'avez payé. Et ici apparaît le justificatif que je viens d'uploader. D'ailleurs, si j'appuie sur ce bouton-là, automatiquement, je ne sais pas si vous le verrez parce que le partage d'écran, je ne sais pas si c'est par page ou pas, mais en tout cas, apparaît mon achat avec le montant hors TVA et le montant de la TVA. Et je ne sais plus ce que j'ai acheté, mais donc voilà. OK ? Donc, il est important qu'il soit associé et on le voit directement. Si vous n'avez pas mis de justificatif, eh bien, si je n'avais pas mis de justificatif, mon 34,54 €, je ne pourrais normalement pas le déduire et j'aurais dû mettre un taux à 0%. Donc, ça, c'est pour un achat de matières premières. Je vais vous montrer maintenant l'achat de matériel publicitaire. Donc, je rajoute un achat. Je mets un fournisseur. Ce fournisseur s'appelle JSD. Voilà. Le montant total, c'est 139,15 €. J'ai acheté pour 139,15 €, toujours à 21%. Je l'ai payé par la caisse. Et cette fois-ci, comme ce ne sont pas des marchandises, ce ne sont pas des matières premières, eh bien, je le mets en BSD, biens et services divers. Donc, c'est du matériel publicitaire, ce n'est pas une matière première, donc je l'ai mis en biens et services divers. Je choisis la date de paiement. Alors, j'avais mis la mauvaise date au-dessus. La date d'achat, c'est aussi le 13 du 10. Je dois bien le mettre, évidemment, je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors, la date, soit vous la tapez à la main, soit vous cliquez, vous choisissez dans le calendrier. Pareil pour le paiement. Je vais aller chercher, je vais vous montrer que ça marche aussi par le calendrier. Eh bien voilà, je vais chercher le 13 octobre. Je l'ai fait le 13 octobre. Et là, je mets achat de matériel publicitaire. Et je vais associer mon achat avec la facture correspondante. Et je l'enregistre. Et quand ce sera enregistré, vous allez voir que la plateforme là, voilà ce qu'il en est. Donc, ça fait 115 € hors TVA. Et ainsi de suite. Donc, tous les achats et les ventes, tous les achats, vous allez les encoder de cette manière-là. Alors, je vais vous montrer une petite particularité, notamment quand vous payez des frais
des frais de stand à LJE. Alors souvent, donc, quand vous désirez faire une vente avec LJE, je prends l'Esplanade par exemple, à Louvain-la-Neuve, qu'est-ce que LJE vous demande? Vous dites, voilà, il y a 15 € de frais de stand et 30 € de caution. Dans le journal des achats, vous allez devoir indiquer ces frais-là. Attention, quand vous payez 15 € et 30, vous avez en fait que 15 € de frais, parce que les 30 €, c'est une caution qui est censée vous être remboursée, qui vous sera remboursée à la fin de la mini ou prochainement, puisque LGE va procéder au remboursement des cautions prochainement. Donc, ça veut dire que dans le journal des achats, vous ne devez pas mettre 45 €, vous devez mettre que 15. Donc, je vous montre comment ça se passe. J'ajoute un achat. En fournisseur, je mets LJE. Je mets 15 €. Ici, LJE ne compte pas de TVA, donc c'est un taux à 0%. Je l'ai payé cette fois-ci par banque, puisque j'ai payé LJE par banque. Et attention, ce n'est pas une marchandise, comme je l'ai dit. Je vais mettre du coup ça en frais généraux, donc biens et services divers. Et le paiement, je l'ai fait le 30/12/2019. Et en libellé, je mets paiement de stand, frais de stand, Esplanade. Comme ça, je sais à quelle vente j'ai payé ça, pour quelle vente je l'ai payé. Et donc, je ne mets pas de fichier justificatif puisqu'il n'y en a pas nécessairement. Et donc, je fais enregistrer. Et voilà, donc pas de TVA. Donc, vous voyez qu'ici, la plateforme n'a pas comptabilisé de TVA. Donc ça, c'est un des cas particuliers. Vous encoderez de la même manière si vous avez des frais de timbre, si vous avez, je ne sais pas moi, peut-être des frais d'essence sur lesquels il n'y a pas de TVA qui a été calculé, ben vous mettrez ça là-dedans, enfin de la même manière, vous l'encoderez de la même manière. Donc voilà un peu pour les achats. Alors, Frédéric, oui. je me permets d'intervenir parce qu'on a des questions sur Facebook et sur Zoom qui reviennent aux mêmes choses. Donc, en fait, on a plusieurs jeunes qui indiquent qu'ils ont payé leurs produits à des taux différents puisqu'ils les ont achetés à l'étranger. Donc, ça, c'est la première question. Donc, comment ils doivent faire? On en a qui ont acheté à 23% en Irlande, d'autres à 20% ou 17% au Luxembourg. Première chose. Et la deuxième, on a une question spécifique pour les plantes de Zeynep qui dit « J'encode des plantes et les pose séparément dans la rubrique achat à chaque fois » ou comment ils doivent les encoder. Voilà, je pense que là, tu as de la matière pour t'éclater. Alors, pour les questions pour la TVA à l'étranger, alors oui, il était impossible pour nous de reprendre tous les taux de TVA de tous les pays. Alors, dans ce cas-là, vous les disiez au taux qui se rapproche le plus du niveau belge. Donc, au Luxembourg, si je vois bien, ou en France, souvent, ils comptabilisent un taux de 20%, eh bien, vous déduirez à 21%. Pareil pour tous les pays étrangers. Dans l'Union européenne, parce que hors Union européenne, c'est un cas particulier. Donc, quand vous achetez un pays auprès d'une entreprise qui se trouve hors de l'Union européenne, comme la Chine ou les États-Unis ou je sais pas moi, le Chili ou etc. Donc, c'est des pays qui sont hors de l'Union européenne. Là, il y a un système un peu plus particulier parce qu'ils ne comptabilisent pas de TVA directement, vous recevez une note par après. Et ça fait partie du cas particulier que j'allais vous montrer dans quelques instants quand vous achetez hors Union européenne. Donc ça, pour les taux à l'étranger, dans l'Union européenne, et que vous avez payé, eh bien, vous divisez à, si votre taux est à 20%, vous mettez 21%. Si c'est à 23%, désolé, vous ne déduirez qu'à 21%. Donc voilà, c'est la réponse sur ces questions-là. Alors la deuxième question, c'était, je ne sais plus ce que tu m'avais dit, Henri, pour les plantes, oui. Pour les plantes. Alors, idéalement, effectivement, il vaudrait mieux que tu encodes les plantes d'un côté et les pots de l'autre, parce que les plantes, c'est à 6%, tu les achètes à 6%, les fleurs aussi, et par contre, tes pots, tu les achètes à 21%. Donc, je te le conseille d'encoder dans les achats au taux facturé. Par contre, pour la vente, je vais y arriver. La vente, c'est particulier. En fait, la plante, si le prix de la plante est plus élevé que le prix du pot, c'est comme ça que ça marche dans la TVA, eh bien, vous le facturez au taux qui est normalement pour les plantes, c'est-à-dire 6%. Donc voilà, sinon, tu dois le faire à 21%. Voilà, c'est la chose. Donc, c'est un peu le cas particulier. Donc, généralement, je crois que tu peux le mettre à 6%. Normalement, c'est bon. Et une question qui est revenue aussi. Alors, par exemple, on a des jeunes qui nous parlent de team building, etc. Ça, on les met dans quelle partie comme, dans les frais généraux, BSD. OK. Voilà. Et si c'est par exemple un resto,
ou un team building genre un Cuisard ou un laser game ou un bowling. Attention, il n'y a pas de TVA sur dans ces cas-là, donc vous ne pouvez pas déduire de TVA à 21%. Ça, les frais de restaurant, les frais de bar, les frais de bowling et autres joyeusetés de ce genre-là, eh bien non, vous ne pouvez pas récupérer de TVA. Voilà. Donc voilà pour les achats. Alors je vais justement voir pour l'achat étranger. Je ne le laisserai pas dans mon exemple parce que sinon je vais fausser ma simulation, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Donc quand vous achetez à l'étranger, vous allez avoir en fait un premier document qui va arriver avec votre marchandise, et ça c'est la facture du fournisseur. Et ça, celle-là, vous devriez l'encoder à 0%. Donc admettons que je mets Argentine comme fournisseur. J'achète toujours, admettons, le 31 décembre. Voilà. Donc, j'ai mis Argentine. Je mets que j'ai acheté pour… Alors, vous allez avoir les facturations en dollars, etc. Il faudra le convertir en euros. Alors, je mets, admettons que ce soit 100 euros. Là, vous allez, sur base de la facture du fournisseur, vous allez mettre un taux de 0%. Pourquoi? Parce qu'il ne vous aura pas comptabilisé de TVA. Vous mettez que le montant a été payé par banque, par exemple, c'est de la marchandise. La date du paiement, je la mets au 31 décembre et je mets achat de planche, par exemple, puisqu'on peut dire que c'est une planche en Argentine. Okay, et je l'enregistre. Et du coup, ça va faire un taux à 0%. Et puis, quelques jours plus tard, vous allez recevoir de la part du transporteur un autre document avec les frais de douane et qui se correspondent généralement à la TVA. Dans ce cas-là, ces frais-là, ces frais de douane, ces frais de taxes qui ont été comptabilisés, eh bien, vous devrez les encoder à part. Et donc, ça fait une nouvelle ligne pour l'achat. Je mets SPF Finance ou DHL. Je mets DHL, ce sera plus facile, c'est souvent par là que ça arrive. DHL, la Poste, etc. Je mets le montant total des taxes. Admettons que dans mon cas, j'ai acheté pour 100 euros, donc ça fait 21 euros. Et je choisis un taux, cette fois-ci, à 100%. Parce que c'est le montant de la TVA que je mets ici dedans. Je l'ai payé par banque et je le mets en MD, puisque c'était toujours lié à mes marchandises. Je mets la date du paiement, admettons que ce soit plus tard, que ce soit au mois de janvier, et je mets taxe à l'importation. Voilà. Et alors, bien sûr, il faudra mettre le justificatif et c'est enregistré. Vous voyez, alors à ce moment-là, en matière de TVA, vous voyez qu'il y a 100 euros qui ont été encodés dans les marchandises, comme j'ai fait, et puis 21 euros que j'ai mis en TVA. Et ce qui correspond à 121 euros, le montant que j'aurais payé. Voilà, je vais effacer ces deux lignes-là parce que c'était un exemple. Mais donc, comme ça, vous avez compris pour les achats hors Union européenne. Je rappelle que c'est bien pour hors Union européenne. Alors, je vois qu'il y a une question. Peut-on récupérer la TVA sur les assurances LGE et la caution et location de lors des ventes? Non, j'ai déjà répondu à ça. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas déjà, il n'y a pas de taxe de TVA sur les assurances. Et il n'y a pas de taxe sur des cautions, de TVA sur des cautions. Et les locations lors des ventes par LGE, comme je l'ai dit, elles se font sans TVA. Donc voilà. Alors, si on achète en Europe et qu'on n'a pas calculé de TVA, ça arrive effectivement. Il y a des fournisseurs qui ne vous en comptent pas. Vous encodez à 0%. Pas de TVA à récupérer à ce niveau-là. Alors, une autre question. Il y a eu des erreurs si dans la même facture, on a un taux à 6% et 21%, vous l'enregistrez deux fois. Vous faites un premier enregistrement avec le 6%, un deuxième enregistrement à 21%. Alors, il y a eu des erreurs entre BSD et MD dans notre compta au premier trimestre. Comment peut-on rectifier ça? Eh bien, vous pouvez rectifier simplement, mais ça, je vous le montre tout de suite. Regardez, par exemple, si je veux rectifier mon achat de 199 euros, j'ai mis 199 au lieu de 299, c'est pas grave. Vous cliquez sur le petit crayon bleu, vous modifiez, et vous pouvez tout modifier. Donc, aussi bien le montant que MD ou BSD. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez encore le rectifier. Alors, donc ça c'est fait. On a récupéré des vêtements dans la centrale de tri d'Oxford. On a payé 1 euro, mais on n'a pas eu de facture. Comment justifier cet achat? Si tu ne l'as pas justifié, tu l'introduis à 1 euro à l'achat et pas de TVA. Taux 0%. Voilà. Je continuerai après d'autres questions. Sinon, on va encore perdre du temps. Il ne reste que 28 minutes. Donc, je voudrais passer sur les ventes
et puis caisse et banque. Donc, c'est urgent. Donc, je vais supprimer par contre mes lignes sur l'achat à l'international et je vais aller sur les ventes. Alors, pour les ventes, ça, c'est assez simple. Donc, je vais aller dans vente. Comme pour l'autre, je vais ajouter une vente. Elle se numérote automatiquement. Alors, on vous dit choisir un client ou mettre un nouveau client. Alors, par exemple, le client, ça peut être une personne à qui vous avez vendu, une société, ou ça peut être, par exemple, une vente à l'école ou dans un shopping, etc. Admettons qu'ici, j'ai vendu au mois de décembre, donc le 19 décembre, j'ai vendu pour 425 € de marchandises au marché de Noël qu'on a organisé à l'école. Eh bien, je vais mettre école. Je vais mettre la bonne date, donc le 19 décembre, 19 du 12 2019, voilà, je vais encoder. Je l'ai vendu, donc j'ai vendu pour 425 €. Je choisis le taux de TVA auquel je vends, 21%, et je mets que ça a été payé par caisse, puisque mes clients m'ont payé en cash et c'est arrivé dans la caisse. La date du paiement, c'est le même jour, le 19 décembre, voilà. Et je mets vente de 15 lampes, par exemple. Je vais mettre ça comme ça. Mais vous mettez bien le détail, mettez le nombre de produits que vous avez vendus. Ça vous permet de savoir combien vous en avez vendu sur toute l'année. Et ainsi de suite. Il suffit d'encoder les ventes les unes après les autres. Là, il n'y a pas de justificatif à mettre. Il suffit juste d'encoder toutes les ventes, les unes après les autres. Donc là, pas de souci, c'est assez simple, il n'y a pas de MD, pas de BSD, vous avez juste à encoder là, le montant total, le client qui est l'école, dans l'occurrence ici, et puis le taux, et c'est parti. Donc ça, c'est pour les ventes. Alors ensuite, je vais aller vous expliquer les paiements. Parce que donc, quand vous faites un achat ou une vente, vous avez l'achat en tant que tel, c'est ce qu'on a encodé dans les achats. Vous avez les ventes en tant que telles, c'est ce qu'on a encodé dans le journal des ventes. Et puis, il y a le paiement de ceci. Et ce sont vraiment deux opérations différentes. Ce n'est pas parce que vous avez rentré de l'argent d'une vente que nécessairement, ça sera enregistré automatiquement dans le journal des ventes. Vous devez enregistrer dans le journal des ventes, dans la caisse, et puis vous devez encoder le paiement de celle-ci. C'est super important. Il faut bien comprendre que ce sont deux opérations totalement différentes. Alors, je vais d'abord aller dans la caisse. Dans ma caisse, au début, il n'y a pas grand-chose puisque j'ai 0. La première chose que vous avez fait généralement quand vous avez une opération de caisse, c'est la rentrée de vos parts sociales. Vous avez vendu des parts sociales. On en a vendu 78 dans ma mini-entreprise et donc je vais les encoder. Donc, je vais ajouter une transaction et il faut savoir qu'une caisse, dans une caisse, il peut y avoir de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. L'argent qui rentre, c'est les ventes de marchandises ici, donc les ventes de votre produit. Les retraits de la banque, c'est-à-dire l'argent que vous prenez de votre compte bancaire et que vous mettez dans la caisse. La vente des parts sociales et autres. Ce qui va ni dans vente, ni dans retrait de la banque, ni dans parts sociales, vous allez mettre dans autres. Par exemple, admettons que je vende un produit à 24,99 €, le client vous donne 25 € et dit « ouais, le cent, je n'en veux pas », vous mettrez 24,99 € dans vente et 1 cent dans autre. Parce que le cent, ce sera un produit exceptionnel, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, vous pouvez choisir à quelle vente il faut associer le paiement. Pour les sorties, vous pouvez avoir des achats de marchandises, les fameux MD que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous pouvez avoir des frais généraux, BSD. Les versements vers la banque, donc l'argent que vous prenez de votre caisse et que vous mettez sur le compte bancaire. Le paiement de salaire, d'ONSS, précompte professionnel et TVA. En général, l'ONSS, précompte professionnel et TVA, vous faites par le compte bancaire. Donc, c'est très rare qu'on utilise la caisse. Par contre, il arrive que les salaires, vous les payez par caisse. Quand vous payez les salaires, ça passera par là. Et puis alors, vous avez le reste. Donc, ce qui va ni dans l'achat, ni dans frais généraux, ni dans le versement vers la banque, ni dans le salaire, ça va dans autres. Et vous pouvez associer les achats quand vous faites le paiement d'un de ceux-ci. Alors, je vais encoder d'abord mes parts sociales. J'ai créé ma mini-entreprise le 1er octobre. Tac. Vente de 78 parts sociales. Et je mets le montant total dans mon part sociale, c'est-à-dire 546 €. Alors ici, je le fais en un coup. Si vous l'avez fait en plusieurs lignes, parce que vous avez encodé les parts sociales les unes après les autres, il n'y a pas de souci. Vous pouvez encoder autant de lignes que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Et puis, une fois que c'est fait, j'enregistre.
Et vous allez voir que eh bien, j'ai ma caisse, le 1 du 10, première opération, j'ai 546 € qui sont rentrés en part sociale et le solde de ma caisse correspond à 546 €. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'avais physiquement, si je recomptais ma caisse, j'ai 546 €. Alors, je vais encoder dedans le paiement de mon achat. L'achat de 199 € que j'ai fait tout à l'heure. Donc, j'ajoute une transaction. J'ai fait cet achat le 1 du 10 aussi. Hop, 1 du 10, 19. Voilà, 2019, pardon. Il faut bien mettre les 4 chiffres, sinon il va sur 2019. Le libellé, donc, achat de matières premières. Voilà. Alors, c'est un achat, donc ce n'est pas une entrée, c'est de l'argent qui est sorti de la caisse parce que j'ai payé mon fournisseur et donc je vais mettre un montant de 199 €. Et j'enregistre. Alors, j'ai oublié de faire une petite chose, je vais vous montrer, on peut associer aussi. Donc, je vais aller modifier, je peux modifier mon achat et je peux choisir un achat et l'associer avec celui-ci. Regardez, quand j'ai encodé tous mes achats, regardez, je peux associer l'achat que j'ai fait, donc le montant que j'ai payé pour l'achat avec l'achat qui se trouve dans le journal des achats. Et donc, je clique achat matière première, 199 € et j'enregistre. Et voilà, hop, c'est encodé. Je vais continuer, je vais encoder mon achat de biens et services divers, donc mes frais publicitaires. Donc, ça, c'était le 13 du 10, 2019, voilà. Le libellé, donc, frais publicitaires, publicitaires. De nouveau, c'est une sortie, c'est de l'argent qui est sorti. Et donc, c'est peut-être un achat de marchandises, mais ce n'est pas le cas. C'est plutôt des frais généraux, des biens et services divers, puisque ce ne sont pas des matières premières. Donc, frais généraux, BSD, 139,15, si je me rappelle bien. Normalement, c'est ça. De toute façon, je peux le vérifier ici. Ouais. Achat de matériel publicitaire, 139,15. Et j'enregistre. Alors, je vais corriger une petite faute d'orthographe. Voilà, hop. J'enregistre et hop, automatiquement, le paiement se fait et je suis déjà à 207,85 €. Et puis, le 19 du 12, j'ai fait une vente. J'ai fait une vente, la fameuse vente de 425 €. Eh bien, je vais ajouter une transaction. L'argent est rentré. J'ai vendu, donc, vente de Noël à l'école. Voilà. Je vais mettre 425 €. Je peux choisir à quelle vente associer. Hop. Et on voit qu'automatiquement, la plateforme a mis le numéro d'enregistrement de l'autre côté. Et j'enregistre. Et j'ai 425 € qui sont rentrés. Alors, vous voyez qu'actuellement, si je laisse comme ça, j'ai beaucoup d'argent en caisse. Je vous déconseille d'avoir trop d'argent en caisse. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je me suis dit, là, 632,85 € dans ma caisse, c'est un peu beaucoup. Donc, je vais prendre 400 € et je vais les mettre sur le compte bancaire. Et donc, je vais enregistrer d'abord la sortie d'argent de ma caisse, 400 €. Donc, vous voyez, transfert vers la banque. Et alors, j'ai 400 € qui sortent de la caisse puisque je prends mon portefeuille, je mets sur le compte bancaire. Donc, je fais 400 €. Voilà, 400. Voilà. Il n'y a pas besoin de prendre un achat associé et j'enregistre. Et regardez, automatiquement, eh bien, je suis passé à 232 €. Reste les frais de stand, et c'est là que c'est intéressant. Je vais ajouter la transaction 6, location stand à l'Esplanade. Et là, souvenez-vous, on a 15 € de frais et 30 € de caution, donc 45 €. Donc, je vais mettre les 15 € de frais dans les frais généraux et je vais mettre les 30 € dans autres. Parce que c'est ni un achat, ni une vente. C'est pas un frais ou une vente pour votre ligne. Et donc, j'enregistre. Et automatiquement, vous voyez qu'il a bien tenu compte de 45 €, mais il a réparti entre 15 € de frais généraux et de 30 € de caution. Et alors, une dernière chose. Admettons que lors de la vente, je vais oublier, zut, j'ai des clients qui ont donné des pourboires. Qu'est-ce que je vais faire de ça ?
il ne faut pas les mettre en vente, sinon on va calculer la TVA. Non, ce n'est pas une vente, c'est de l'argent que vous avez reçu. Et donc, pour ça, je vais faire une ligne spéciale dans le 7 et je vais mettre pourboire. Pourboire. C'est l'argent qui est rentré. Donc, ce n'est ni une vente, puisque ce n'est pas la vente de produits, c'est de l'argent que les gens vous ont donné. C'est ni un retrait de la banque, ce sont ni des parts sociales, donc je le mets dans autre. Et je mets, et j'enregistre, et j'ai bien 10 € dans ma caisse. Et ainsi de suite. Donc voilà, comme ça, vous avez les différentes opérations qui sont encodées. Ça, c'est pour la caisse. Et enfin, je vais vous montrer la banque. Et dans la banque, ben, c'est le même principe. On va encoder les opérations qui vont faire les rentrées d'argent. Alors, vous aurez constaté, et il n'y a personne qui a encore réagi, mais j'ai fait le paiement de la vente via la caisse, la vente à l'IGE, alors que je l'ai payé par banque, mais ce n'est pas grave, je peux le corriger. Donc, je vais mettre ici transfert depuis la caisse. Donc, ça, c'est l'argent que j'ai déposé sur le compte bancaire, c'est-à-dire les 400 €. Et donc, c'est une entrée d'argent. Donc, ce n'est pas une vente de marchandises. Donc, admettons que si jamais un client vous a payé le produit par banque, ben, vous mettrez ça ici. Mais comme ce n'est pas le cas dans ce que j'explique là maintenant, ce n'est pas une vente. Par contre, c'est de l'argent qui vient de la caisse. Et donc, je vais mettre 400 €. Et j'enregistre. Et ainsi de suite. Donc, en fait, vous constatez que la caisse et la banque s'encodent de la même manière. OK ? Fred, je me permets de… On va aller pour les questions. Ouais, je te dis juste, il reste une vingtaine de minutes, comme ça tu sais. Alors, j'ai une question. Si on est une mini qui fait des services, est-ce que le transport, c'est MD ou BSD? Oh, vous pouvez le mettre en MD. Je n'ai pas de souci avec ça. J'ai une mini, moi je connais la réponse, mais comme je pense que ça va concerner plein de personnes, vu qu'elle a été likée, les relevés bancaires pour les achats en ligne peuvent-ils servir de justificatif? Pas pour les achats. Non. Pourquoi? Parce que le justificatif, c'est toujours une facture. Donc, si maintenant, admettons, j'ai acheté des ficelles pour décorer mon stand, je mets, zut, j'ai perdu le ticket, mais je l'ai payé par banque et je mets le justificatif bancaire, non, c'est pas bon. Je dois le ticket. Ok. On nous pose une question très technique, technique simple, qui est: est-ce qu'on peut regrouper plusieurs achats ou ventes en une ligne? Je préférerais pas parce que vous n'allez pas pouvoir mettre plusieurs justificatifs en même temps. Sauf si vous faites une prise d'écran, mais bon, voilà. Donc, je préférerais que vous fassiez ligne par ligne. Ça vaut mieux. Et ça permet aussi de vérifier la corrélation avec les paiements. Admettons que vous détaillez les différents paiements dans la caisse et la banque, et après, vous n'avez qu'une ligne d'achat dans votre journal des achats, vous n'allez jamais pouvoir vous y retrouver, savoir qu'est-ce qui a été bien payé. Donc, moi, je préférais que vous gardiez les détails. Il vaut mieux. Ok, alors après, il nous reste des questions. Alors, je vais poser la question qu'on nous a posée sur Facebook qui revient sur le premier point, comme ça, on va voir si on a le temps d'y répondre. Sinon, vous pouvez nous écrire parce que moi, je les lis et je vois qu'elles sont pas très, très claires. En fait, je vois, à mon avis, il faut qu'on analyse plus loin que ça. La question qui était, si certaines personnes d'une entreprise n'ont pas travaillé, par exemple, ils sont 27, il n'y en a que 6 qui ont travaillé vu qu'ils sont obligés de faire à l'école, est-ce qu'on est obligé de les rémunérer? Parce que non. Qui a été bien prise. Bien sûr que non. Ah non. Je l'ai dit d'ailleurs, tout travail mérite salaire. Maintenant, je disais, voilà, dans les 10 heures, c'est bien sûr pour ceux qui ont travaillé. Hein. Maintenant, s'il y en a une flopée qui n'ont pas travaillé, ben, vous n'allez pas leur mettre d'heures, vous n'allez pas leur payer un salaire pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Voilà, donc cette question a été posée. Et pour le reste, je te propose qu'on arrive doucement vers tout ce qui est clôture, oui. Parce qu'il nous reste un petit peu plus d'un quart d'heure, entre 15 et 20 minutes. Oui. Alors, si vous voulez être sûr et certain donc une fois que vous avez encodé tout ça, eh ben, il y a des petites vérifications que vous devez faire. Alors, je vais d'abord, j'irai dans données complémentaires après, mais je vais d'abord aller dans la balance comptable. La balance comptable, elle vous permet de vérifier certaines choses. Alors, il y a 4 zones importantes, enfin, il y en a 6 au total, mais je vais d'abord parler des 2 premières, qui sont de loin les plus importantes d'abord. C'est le contrôle des achats et le contrôle des ventes. Qu'est-ce que la plateforme fait ici? En fait, elle va vérifier les montants que vous avez encodés dans le journal des achats et les paiements de ceux-ci via la caisse et la banque. Si tout est bien payé, elle va mettre correct.
Si par exemple, vous avez oublié de payer quelque chose, elle va mettre incorrect et il faut absolument, vous allez checker dans les journaux, eh bien, là où ce n'est pas bon. Donc, si par exemple, vous voyez que 353 ici de € 15 du total journal des achats et que en additionnant au niveau de la caisse, ces deux montants-là qui sont 353,15, mais ce n'est pas 353,15, mais c'est 352,15, la plateforme met pas une erreur d'un mot. Il faut corriger ça. Ça doit être partout marqué correct. Donc, ici, vous vérifiez la corrélation entre le journal des achats et les paiements qui ont été faits en caisse et ou en banque. Et c'est valable pour les ventes. C'est ce que j'ai ici. Total journal des ventes, 425 €. Total journal des ventes en caisse ou en banque. La plateforme additionne les deux. OK. C'est le fameux versement de 400 € que j'ai fait. Elle vérifie que si vous avez fait un versement de 400 € depuis la caisse vers la banque, il faut bien que l'opération ait été enregistrée des deux côtés, aussi bien dans la caisse que dans la banque. Et là, elle le vérifie aussi. Enfin, la plateforme vérifie aussi les colonnes autres. Alors là, ce n'est pas parce qu'il y a moins 20 que nécessairement il y a une erreur. C'est pour attirer votre attention. Attention, j'ai 20 € dans la balance. Mais ces 20 € se justifient clairement. Ce sont les 30 € de caution et les 10 € d'entrée de caisse. Et en fait, quand on a ça, ça veut dire qu'on a des petites corrections à faire pour pouvoir éditer le bilan et le compte de résultats. Et ces petites corrections, vous les faites où? Vous les faites dans les données complémentaires. Dans les données complémentaires, vous allez retrouver des petites données qu'il faut encore encoder. Des inventes, si jamais vous en avez reçu. Les montants que vous avez payés à LJE, notamment en salaire, en prime professionnel, en TVA, etc. Alors, vous les aurez déjà sûrement encodés dans la banque ou dans la caisse. Mais il faut les reproduire de nouveau ici. Parce qu'en fait, les données complémentaires vont vous permettre d'avoir un bilan final qui soit équilibré, puisqu'il est important qu'il le soit. Je vous montrerai ça dans quelques instants. Et donc là-dedans, vous mettrez les paiements d'ONSS précompte professionnel et les paiements de TVA et les montants de salaire. Dans le même ordre d'idée, si vous avez obtenu des labels, par exemple, moi j'en ai obtenu pour septembre, j'ai obtenu 2 labels et je serai normalement, je pense, être en bénéfice, donc je peux me dire que mes 2 labels, c'est pour 30 €. Et alors, souvenez-vous, pour 70 €, pardon, et souvenez-vous que j'avais reçu 10 € d'argent des clients, je ne savais pas quoi faire. Eh bien, les 10 €, je vais les mettre ici, dans les comptes, dans la partie compte de résultats de données complémentaires. Et enfin, les cautions, eh bien, je vais les mettre ici. C'est la fameuse caution que j'ai payée à LGE, que je n'ai pas encore été remboursée. Mais si je n'ai pas encore été remboursée, je les reprends dans les cautions ici. Voilà. Et j'enregistre à chaque fois, bien sûr. Et normalement, ce sera bon. Donc, faites attention. Donc, la balance comptable vous permet, je rappelle, de vérifier que nos achats et nos ventes sont corrects, que les mouvements financiers sont corrects, et alors de voir qu'il y a des petits éléments encore à aller encoder, notamment, eh bien, mes 10 € de pourboire et les 30 € de caution. Dernière chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il y a une vérification entre le capital de la mini-entreprise et le nombre de parts sociales encodées. Donc, la plateforme va vérifier que le nombre de coopérateurs encodés correspond bien à l'argent qui a été rentré. Je vais vous montrer un bête exemple. Admettons que je vais dans caisse et que je rajoute une opération de 10 € de part sociale, qui n'est pas bon. C'est faux. Ça n'existe pas 10 €, etc. Ça peut être une erreur d'encodage, mais vous le verrez comme ça. Je vais enregistrer et regardez ce qui va se passer dans la balance. Elle va automatiquement vous mettre que le nombre de parts sociales indiquées ne correspond pas au montant inscrit en caisse ou en banque. Donc, elle vérifie le nombre de parts sociales que vous avez encodées dans le registre des coopérateurs, en l'occurrence ici 78, et le montant total d'argent qui a été versé en caisse ou en banque, qui doit normalement être le nombre de parts sociales fois 7 €. En l'occurrence, ici, elle estime qu'il y a l'équivalent de 79,43 parts sociales qui a été encodées, ce qui n'est pas possible. Je dois en avoir 78.
Donc là, c'est aussi une vérification que vous devez faire avant d'aller dans le bilan. Dernière chose, et après je répondrai encore à quelques questions. Maintenant, s'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas à les poser sur la page Facebook, etc. J'y répondrai volontiers. Il ne faut pas hésiter. Mais le tableau récapitulatif vous permet d'avoir une vue sur l'état de santé de votre mini. Et si par exemple, vous n'avez pas envie d'aller voir dans le journal des salaires les montants à payer ou le montant de la TVA que vous devez payer à LGE, vous avez un récapitulatif ici. Donc, par exemple, je sais que je dois payer 13,69 € de précompte professionnel, 41,08 € de salaire net, 33,43 € de NSS, je n'ai pas d'amende. Et alors, j'ai mon solde de TVA. S'il est positif, comme c'est le cas ici, je dois payer 15,07 € à LJE. Je l'ai d'ailleurs avec le montant pour chacun des trimestres. Voilà. Et alors, normalement, la plateforme vous permet de sortir un bilan et un compte de résultat pour votre mini-entreprise et vous calculez alors du coup le montant de la part sociale. Maintenant, j'ai fait une erreur dans le comptage, j'irai la vérifier tout à l'heure au niveau de mes 20 € de différence. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Henri? Oui, alors on a des questions. Bon, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se les posent, donc je me permets de te les donner. Bon, c'est une question anonyme, c'est la seule qu'on va accepter. Hein. C'est où qu'on doit encoder les sponsors? Ah, alors les sponsors. Alors l'argent des sponsors, normalement, ça doit donner lieu à une facture. Donc dans ce cas-là, si vous avez fait si votre sponsor vous a payé, admettons, 121 €, vous êtes censé encoder ça comme dans une vente. Donc c'est comme une vente avec une TVA appliquée. Et vous êtes censé envoyer un justificatif à la personne du sponsor qui vous a sponsorisé, et donc, parce que lui, il va pouvoir le déduire de ses frais. Si maintenant, ce sont des petits cents, comme j'ai dit tout à l'heure, là, ce n'est pas du sponsoring, c'est des dons, et à ce moment-là, vous les encodez comme j'ai montré tout à l'heure, donc dans la colonne haute du livre de caisse, et vous les mettez en produit pour dans le produit des données complémentaires. Alors, je vois une question ici qui est intéressante. On met quoi dans stock? Alors, stock, c'est pour valoriser les stocks, notamment si vous voulez montrer des comptes intermédiaires à vos coopérateurs. Donc, normalement, à la fin de la mini, vos stocks valent 0. Donc, il faut qu'il n'y ait rien dedans. Même si vous en reste, tant pis pour vous, c'est de l'argent perdu. Maintenant, admettons, vous voulez présenter des comptes actuels à vos coopérateurs, alors que la mini n'est pas finie. Ces stocks, ils sont réels, ils existent dans le cadre de votre mini. Et dans ce cas-là, il faut aller les indiquer dans les données complémentaires. Alors, je retourne dans données complémentaires. Vous avez les stocks. Ils sont ici. Quel montant allez-vous mettre? Eh bien, vous allez compter le nombre de produits que vous avez et vous allez multiplier par la valeur de celui-ci. Je m'explique. Si ce sont des matières premières, admettons que j'ai des planches, des clous et de la colle. Eh bien, je vais compter mon nombre de planches fois le prix hors TVA d'achat de mes planches, plus compter le nombre de clous fois le prix hors TVA de mes clous, plus la colle, et je vais mettre le montant total dans les stocks. Si maintenant j'ai des produits finis, j'ai plein de lampes finies, admettons j'en ai 10, eh bien je vais mettre la valeur de ces lampes dans les stocks. Admettons que mes lampes hors TVA, c'est 20 €, eh bien je mettrai à ce moment-là, j'en ai 10, eh bien je mettrai 200 €, j'enregistre et automatiquement ça apparaîtra dans votre compte de résultat et votre bilan. Donc, vous voyez qu'il y a 200 € de stocks qui apparaissent dans le compte de résultat et 200 € dans les stocks de l'actif du bilan. Il y aura la semaine prochaine un webinaire sur la clôture. Je reviendrai sur le bilan et le compte de résultat et un autre aspect qui est le formulaire de liquidation et les créanciers. Mais ça, j'en parlerai plutôt la semaine prochaine. Ce qui est important, c'est que vous faisiez d'abord votre compta avec les achats, caisse, banque, etc. Voilà pour la réponse pour les stocks. Alors, je me permets aussi, parce qu'on a une question que j'ai déjà répondu plusieurs fois par écrit, mais je pense que ça inquiète pas mal de jeunes. De Diego, si nous n'avons pas su faire de vente et que nous ne pouvons pas payer l'ONSS, le salaire, comment fait-on? Vous êtes en faillite, les gars. Pas plus compliqué. Donc là, il faudra le signaler à l'IGE, et bien, tant pis. Hein, là, malheureusement, je ne saurais pas faire grand-chose pour toi. Donc, normalement,
si vous avez vendu suffisamment de parts sociales, vous devriez normalement avoir du précompte professionnel de la TVA, etc. Et donc, vous êtes censé d'abord payer vos taxes, etc. à l'État. Donc, la réalité, ça se passe comme ça. C'est d'abord l'État qui se paye et puis après le reste. Donc, vous êtes censé d'abord payer vos taxes et puis les salaires. Mais bon, voilà. Mais ça arrive, oui. Donc, à vous d'essayer d'augmenter vos ventes ou demander éventuellement une prolongation du projet si ça peut vous aider. Alors, on a Kerry aussi qui nous demande serons-nous remboursés des ventes LGE qui n'ont pas eu lieu? Est-ce que tu peux dire comment ça se passe? Oui, ça se passera. C'est en cours d'ailleurs. Donc, LGE est occupé va procéder au remboursement des ventes et des cautions des ventes qui n'ont pas eu lieu. Et ça apparaîtra sur le compte de la Mini. Donc, il est important que vous ayez bien renseigné dans la plateforme, du côté de votre projet, le numéro de compte de votre mini-entreprise. Et s'ils n'ont pas de compte en banque? Alors, ça restera dans les caisses de l'IGE, mais l'IGE le comptabilisera, l'ajoutera à l'argent que vous verserez à la fin de la mini-entreprise. Mais ça, j'expliquerai la semaine prochaine, notamment si vous n'avez pas pu encore retoucher vos cautions, elles seront rajoutées. Donc, don't stress, ce n'est pas de l'argent que l'on va garder pour nous. Ce sera d'une manière ou d'une autre restitué à la mini-entreprise. Ok, alors comme on arrive doucement à l'heure, je vais rappeler aux jeunes que pour vos labels, on vous invite à faire un screenshot de la conférence. Donc là, vous êtes un bon paquet. Je repasse en écran, mais vous étiez au moins 90. Là, vous êtes 83. Donc, n'oubliez pas de faire un screenshot pour avoir vos labels, puisque pour rappel, le label 2, c'est jusque demain soir. Donc, n'hésitez pas à le faire maintenant. Et pour les dernières questions-réponses, donc on a un professeur qui pose une question. Je lui propose de nous écrire par email au coordinateur parce que ça semble un peu plus compliqué à répondre que maintenant. Dans tous les cas, si nous envoyer un mail ou nous appeler. Pour la TVA, c'est pareil. Et je ne sais pas si toi, tu veux regarder peut-être. Oui, Amélie, on a répondu à ça pour où est-ce qu'on encode tout. Je t'invite à regarder la vidéo. C'est peut-être que tu arrives en retard. Donc, je rejette ta question. Comment encoder un sponsoring? On y a répondu. La compta doit être clôturée pour quand? Tiens, peut-être dernière question. En tout cas, au plus tard, quelques jours avant votre assemblée générale de clôture. Donc voilà, mais on aura l'occasion d'aborder ce sujet la semaine prochaine dans le webinaire sur la clôture. Donc voilà. J'ai vu qu'il y en avait qui ont mis on a travaillé bénévolement. Bénévolement pour la mini-entreprise, ce n'est pas possible. Donc vous devez absolument vous comptabiliser un minimum de salaire. Ok, peut-être une dernière question si quelqu'un en a une. À laquelle on n'a pas répondu, puisque là, en fait, j'enlève pas mal de questions auxquelles on a déjà répondu durant la… Alors, il y a une jeune qui pose une question sur le seuil de rentabilité. Ouais. Pourriez-vous réexpliquer quel seuil de rentabilité? Malheureusement, je n'aurai pas le temps. L'utilité de ce calcul, il est normalement à faire au début de Mini et il faut le réadapter en fonction de la réalité de la Mini. On peut avoir mis dans les prévisions du seuil de rentabilité ou du prix de revient certains frais que finalement on n'a pas eu, donc il faut l'actualiser. Et c'est pour ça qu'on vous le demande dans les labels.